mystère de la chasse sous-marine. La pêche de printemps. L'hiver touche à sa fin. Il fait jour plus longtemps et la météo, plus clémente, nous invite à diversifier nos sorties de chasse. Maîtres incontestés de la chasse sous-marine, José Amengual et Pedro Carbonell nous révèlent les secrets de la pêche de printemps. Si, en hiver, nous avons pêché le sard et le loup à l'abri des criques et des baies, à l'arrivée du printemps, il est temps de visiter les falaises battues par les tempêtes lors de la saison passée. Le port de Sóller est le seul coin abrité où trouver refuge le long de l'abrupte côte de Majorque. Malgré un tourisme toujours plus envahissant, qui a modifié la physionomie de l'île, parfois de façon dévastatrice, ce petit port de pêche, encastré dans la montagne, a su conserver son identité méditerranéenne. Amengual et Carbonell sont prêts à commencer une nouvelle journée de chasse. Nous allons voir que, pour nos champions, la pêche de printemps est synonyme de chasse en falaise. Le soleil commence à chauffer l'atmosphère, élevant et déplaçant de grandes masses d'air qui rendent la mer très variable. Il est indispensable de connaître les prévisions météo avant de s'aventurer sur une côte comme celle-ci, exposée sans trêve à la tramontane. Lorsque ce vent du nord souffle, on peut passer du calme plat à une mer déchaînée en moins d'une heure. Avec l'arrivée des beaux jours, la météo marine devient plus faible, mais il arrive encore que la tramontane, cette bête endormie, se réveille sans prévenir. Un semi-rigide et bon moteur révisé garantissent notre sécurité et nous permettent de chasser en toute tranquillité, sachant que si la mer fait des siennes, nous pouvons rejoindre le port sains et saufs. Pedro et Pepe cherchent le long de ces énormes parois rocheuses un endroit abrité pour s'équiper. Loin du port, ce rituel pour eux quotidien est une nouvelle rencontre avec la nature, les mouettes, les cormorans et le roulement sourd de la mer qui se mesure sans cesse à la fierté provocatrice de ces falaises. C'est la nature elle-même, dans toute sa magnitude, qui se charge de nous rappeler nos dimensions réelles et les limites de nos forces. Nous mouvoir avec aisance dans un milieu qui, finalement, n'est pas le nôtre, est un vrai défi. La chasse sous-marine nous permet de capter toute la beauté des fonds marins, avec, pour seule aide, l'air de nos poumons. L'entraînement, la technique et l'expérience d'Amengual et de Carbonell nous aideront à relever ce défi. Savoir choisir l'équipement en fonction de la saison et du type de pêche envisagé nous facilitera la tâche, évitera les contretemps et rendra plus agréables les heures passées en mer. Au début du printemps, la combinaison de 6 à 7 mm d'épaisseur est encore de mise, car la température de l'eau vient tout juste d'atteindre son point d'inflexion. Pepe est un fervent défenseur du lest largable qui lui permet de chasser de façon plus agréable et plus sûre. Le largable est une pièce de plomb de 2,5 à 4 kg qui se porte entre la ceinture et la combinaison et qu'on abandonne au fond afin d'alléger notre remontée. Fixé à la corde de la bouée à l'aide d'un mousqueton, il se récupère facilement depuis la surface. L'utilisation du largable est d'autant plus justifiée que nous venons de passer de longs mois à chasser par petits fonds, devant fréquemment interrompre la pratique de notre sport à cause du mauvais temps, deux circonstances qui nuisent à la forme physique de n'importe quel chasseur. Le lest largable est une technique qui exige une certaine aisance et de l'expérience.
Elle n'est donc pas recommandée aux débutants. Pour chasser en falaise, le choix de l'arbalète reste, avant tout, une affaire personnelle. Cependant, aussi bien Amengual que Carbonell préfèrent les arbalètes dont la taille est comprise entre 75 et 90 cm, armes tout-terrain avec lesquelles ils obtiennent la plus grande partie de leur capture. Nos professionnels réservent les arbalètes plus longues pour chasser à la coulée ou à l'agachon. Si nous disposons d'un bateau, nous pouvons prendre toutes nos arbalètes avec nous, comme Pepe et Pedro, et utiliser ainsi celles qui se prêtent le mieux à chaque situation. Si nous n'avons pas cette chance, il nous faudra charger sur la bouée seulement les arbalètes les plus adaptées aux techniques de chasse prévues. Au printemps, les sandos doivent être plus raides et plus puissants que ceux que nous utilisons en hiver, car on a plus de chances de rencontrer de gros exemplaires. L'utilisation du moulinet est également recommandée, comme nous le verrons par la suite. Dans relativement peu d'eau, le long des parois submergées, on peut faire des rencontres intéressantes. C'est précisément par là qu'il faut commencer le travail de recherche. La murène est un poisson dont la forme rappelle celle d'un serpent, raison suffisante pour qu'elle ait aussi mauvaise presse. Elle possède cependant une chair blanche, déjà très appréciée par les Romains qui, aujourd'hui, constitue le plat typique de la cuisine sarde. Sur l'île, son prix dépasse celui du mérou. Capturer une murène n'est pas difficile. Postée dans les failles, on ne voit dépasser que sa tête, à l'affût d'une éventuelle proie. Un bon tir, juste derrière les ouïes, nous permettra de sortir la murène de sa tanière sans la déchirer. Achever l'animal est plus délicat, car la murène possède une mâchoire bien armée de dents incurvées, dont la morsure s'infecte facilement. Pépé nous montre comment la tenir fermement d'une seule main, afin de lui couper l'épine dorsale, juste derrière la tête, à l'aide d'un couteau bien affilé. Cette opération sera d'autant plus facile si nous utilisons des gants antidérapants, car la peau de la murène est visqueuse et dépourvue d'écailles. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons, sans danger, la sortir de la flèche pour la déposer sur le bateau, ou la passer à l'accroche poisson de la bouée de signalisation. En général, la murène passe la journée cachée dans son trou, sortant la tête de temps à autre, dans l'espoir qu'une proie s'aventure dans son rayon d'action. Amengual tente une approche silencieuse et tranquille pour éviter que la murène ne disparaisse à l'intérieur de la faille, ce qui rendrait sa capture plus difficile. Il faut un tir précis derrière la tête, suivi d'un mouvement rapide qui garantisse l'extraction de l'animal avant qu'il ne s'enrague. Recouvert d'une peau très visqueuse, son corps allongé et extrêmement souple permet à la murène de se faufiler sans aucune difficulté dans les failles les plus étroites et les plus petits trous. Hors de sa tanière, c'est un animal énergique et puissant qui utilisera sa redoutable force pour s'enrouler autour de votre flèche. Nous pouvons également achever la murène à l'aide de la pointe de notre couteau, comme le fait Amengual à cette occasion, mais cette technique requiert davantage d'expérience, ainsi qu'une connaissance précise des points vitaux de ce poisson. La murène est excellente en friture. Lorsqu'on la nettoie, il faut cependant veiller à jeter la queue, car elle contient d'innombrables petites arêtes. La murène est également un ingrédient de choix pour élaborer d'excellents bouillons de base, par exemple pour une soupe de poisson ou un risotto.
Au printemps, on assiste à un réchauffement progressif de la température de l'eau qui se fait sentir tout d'abord dans les premiers mètres. De nombreux poissons visitent cette zone-là pour se nourrir et même pour se reproduire. Le mérou n'est pas une exception. Au printemps, on peut le trouver plus facilement dans peu d'eau, entre les failles des tombants, chassant poissons, poulpes et seiches qui constituent son alimentation de base. 어쩌고 있다 뭐. Avant chaque apnée, il faut bien oxygéner notre corps en réalisant quelques inspirations profondes qui nous permettent de gagner le fond dans de bonnes conditions. La chasse en falaise nous permet de commencer à pêcher dans peu d'eau, nous donnant l'occasion d'augmenter la profondeur progressivement à mesure que la saison avance et que notre forme physique s'améliore. Au début du printemps, cependant, c'est dans les failles et les raques des parois que nous devons chercher activement nos proies. La mostelle, connue sous le nom de mollera à Majorque et de briotte aux îles Canaries, est une capture typique de la pêche de printemps. Ce poisson aime l'obscurité. Sa couleur brun-fauve lui permet de se camoufler dans les rochers. Son barbillon mentonnier et ses nageoires ventrales bifides de couleur blanche le trahissent parfois. Il se nourrit de poissons et d'invertébrés. La mostelle adulte peut atteindre une taille maximale de 80 cm de long, mais en général, elle ne fait pas plus de 50 cm. Une lampe est presque toujours nécessaire pour la capturer. Sa chair fine et délicate en fait un poisson fragile qui exige un tir précis. Il arrive qu'elle partage son abri avec d'autres poissons de roche, notamment avec le mérou. Si la mostelle que vous traquez vous échappe à l'intérieur de sa tanière, éteignez votre lampe. Il est fort possible que sa curiosité naturelle la pousse à sortir de sa cachette. Au printemps, la mostelle se rapproche de la côte. On peut la trouver dans les failles sombres des tombants, dans les éboulis
où cavités et tunnels constituent un habitat parfait pour ce curieux poisson. La mostelle fréquente aussi bien les eaux sommaires que les fonds abyssaux. Elle préfère les grandes cavités sombres, où elle cherche protection au plus profond du trou. Dans cette séquence, nous pouvons voir Pépé s'approcher d'une mostelle et réaliser un bon tir. La mostelle est un poisson plutôt solitaire et il est rare de voir plus de 2 exemplaires dans le même refuge. Il faut toujours viser la tête, car sa chair est très fragile, surtout dans la zone du ventre, et elle se déchire très facilement. Il est conseillé de vider le poisson dès que possible, particulièrement en été, car la chaleur corrompt rapidement sa chair et il serait dommage de ne pas pouvoir consommer cet excellent poisson. Les falaises ne se limitent pas à des parois rocheuses, avec leurs failles et leurs rags. D'innombrables blocs de pierre, certains colossaux, produits par des éboulis, composent le paysage caractéristique des falaises méditerranéennes. Les poissons y trouvent refuge, chassent pour trouver leur nourriture, se reproduisent et bouclent ainsi le cycle complet de la vie. Pour la pratique de notre sport, les falaises représentent l'environnement le plus extraordinaire. Amengual, qui a beaucoup voyagé au cours de sa longue vie sportive, visitant autant de mers et de pays, n'échangerait ce type de fond contre rien au monde. Observer une falaise depuis le bateau peut déjà nous donner quelques indices sur sa partie submergée. Il y a de fortes chances qu'une paroi lisse, peu accidentée, présente les mêmes caractéristiques sous l'eau. En revanche, une paroi faite de paliers et de strates nous réserve probablement des failles intéressantes. Les éboulis, quant à eux, garantissent à coup sûr une partie submergée prometteuse. Face à cette quantité de pierres et de possibilités, le débutant se pose les questions suivantes. Faut-il fouiller chacune d'entre elles? En sélectionner certaines? N'importe quelle pierre offrant un refuge peut abriter un poisson. Nos champions, forts de leur expérience en la matière, nous donnent quelques conseils qui pourraient s'avérer très utiles. Il faut toujours prospecter les pierres que nous connaissons déjà, ainsi que celles qui nous ont permis de faire quelques captures lors de sorties précédentes. Même si pour certains pêcheurs, chasser d'instinct n'a pas de secret, arriver à comprendre le comportement et les habitudes des poissons est un travail de longue haleine qui implique passer de nombreuses heures dans l'eau. En effet, c'est en observant tous ces petits détails que nous allons enrichir peu à peu nos connaissances. Par exemple, un va-et-vient de castagnole ou de varade à l'entrée d'un trou peut nous indiquer la présence d'un grand prédateur, comme le mérou, qui se sert de ces poissons pour se camoufler et pouvoir ainsi chasser incognito. Les pierres qui présentent des coins d'ombre sont également intéressantes, car dans l'ombre, les poissons se sentent d'une part protégés de leurs prédateurs et d'autre part camouflés de leurs potentielles victimes. Lorsqu'on nage entre les blocs submergés, il faut être attentif à l'entrée des cavités, car leurs locataires, souvent curieux par nature, pourraient s'y trouver. Il ne faut pas non plus dédaigner les pierres exposées au courant, surtout leur côté situé face au courant, par où arrive la nourriture. Parfois, même les chasseurs chevronnés sont déçus lorsqu'ils constatent que la pierre qu'ils avaient choisie depuis la surface n'offre aucun intérêt pour les poissons et qu'elle est vide. Il faut cependant savoir en tirer une leçon et garder en mémoire la pierre en question pour ne pas y retourner. À l'intérieur des grottes, il faut réviser toutes les failles, pour petites qu'elles soient, afin de ne pas manquer une capture intéressante qui pourrait s'y être réfugiée. Connaître le langage de la mer est une tâche difficile qui exige beaucoup de patience, de curiosité et de désir d'apprendre.
Pour comprendre la mer, il faut savoir garder l'esprit ouvert, car même si on pratique la chasse sous-marine depuis plusieurs années, chaque sortie est susceptible de nous apporter quelque chose de nouveau. Bien que la chasse sous-marine se pratique sous l'eau, il nous faut également tenir compte du temps qu'il fait hors de l'eau. En effet, la météo est un des facteurs qui détermine le comportement des poissons. Par exemple, les basses pressions indiquent l'arrivée du mauvais temps. Il est donc fort probable que, même si la mer ressemble encore à un miroir, sous la surface, les poissons commencent à modifier leur comportement, conscients déjà de la proximité d'une éventuelle tempête. Selon Pedro, il est plus rentable de prospecter à fond une zone peu étendue de la falaise que de parcourir des kilomètres sous l'eau en cherchant de façon superficielle. Pour devenir un jour bon chasseur, il faut chercher à savoir le pourquoi des choses. Tous les animaux évoluent dans leur environnement, conditionnés par le besoin de se nourrir et de se reproduire. Si on est capable d'analyser les causes qui conditionnent ces deux besoins, on comprendra pourquoi, certains jours, il y a du poisson et d'autres non. Dans la mer, tous les phénomènes sont connectés entre eux et, plus d'une fois, l'origine d'une cause se trouve au-delà de ce que l'on peut comprendre de prime abord. En chasse sous-marine, le comportement des poissons doit nous servir de modèle à suivre. Par exemple, les castagnols nous montrent comment nous cacher dans l'ombre pour voir sans être vus. Au printemps, on chasse toujours dans les failles des parois, car les tombants peuvent atteindre une telle profondeur que l'on ne peut arriver ni aux premières pierres. Les poissons ont tendance à monter pour trouver de l'eau plus chaude, et ils trouvent refuge dans les rades des parois. Ainsi, l'entraînement est progressif. Au fur et à mesure que l'eau se réchauffe, on peut descendre plus profond. Au mois d'avril, on commence à chasser à 10 ou 12 mètres, puis en juillet à plus de 25 mètres, toujours en douceur, en fonction du réchauffement de l'eau qui atteint les couches les plus profondes. Le sard est l'un des poissons que l'on peut capturer tout au long de l'année. Au printemps, il abandonne les eaux peu profondes pour regagner peu à peu les grands fonds, à mesure que l'été approche. Il est donc normal de ne plus le trouver en banc près de la côte, car au printemps, il commence à se séparer du rivage pour rejoindre les zones davantage exposées au courant. Il s'agit toutefois d'un poisson que l'on trouvera très facilement à trous et dans les failles, que l'on visite à la recherche d'éventuelles proies. Grâce au bateau, nous pouvons changer de zone rapidement.
Pedro, poussé par son instinct de chasseur, se faufile avec agilité sous les rochers où il capture le petit corbe. Ce poisson, lorsqu'il est de petite taille, souffre d'un crustacé parasite appelé Anilocra physoide. Colonisé par plusieurs d'entre eux, le corbe peut s'affaiblir au point d'en mourir. Les corbes adultes sont assez forts pour se débarrasser de ces désagréables visiteurs en se frottant contre les rochers. Chasser en falaise implique qu'il faut descendre sur de nombreuses pierres, dont la plupart sont vides. Pourtant, le chasseur doit insister, sans se laisser décourager, car finalement, la récompense sera pour celui qui n'aura pas jeté l'éponge. Il est fréquent que des champions de la taille de ceux que nous voyons sur ces images passent des heures dans l'eau sans capturer la moindre proie. Loin, toutefois, de baisser les bras, ils continuent à chasser un poisson après l'autre jusqu'à obtenir une belle ceinture. La rascasse rouge est une autre proie caractéristique du printemps. Ce poisson chasse à l'affût, posé sur le fond, totalement immobile, sans que l'on puisse le distinguer des pierres qui l'entourent. Il est, en effet, très rare de voir une rascasse nager. Le tir ne présente aucune difficulté, car ce poisson ne fuit pas le chasseur. Il est confiant, croyant passer inaperçu. Ce qui est réellement difficile, c'est de le découvrir, tapi dans la pénombre des rochers. Un bon truc pour le débusquer, s'approcher lentement, faire le tour du rocher en essayant d'en distinguer, parmi les pierres du fond, une dont la forme rappelle celle de la rascasse. Par petits fonds, on la trouve dans l'ombre des pierres ou postée à l'entrée d'un grand trou, à l'affût des petits poissons dont elle se nourrit. Lorsque la rascasse que vous convoitez est posée devant un rocher, il vaut mieux amortir la puissance du tir en tenant fermement les sandaux d'une main, comme un mengual sur ces images, pour ne pas abîmer la pointe de votre flèche. Ce poisson, fort apprécié sur le plan culinaire, possède de nombreux noms. Sur l'île de Majorque, on l'appelle caproche. Il s'agit du plus grand nombre de la famille des scorpéniformes. Il se caractérise par une grosse tête, de grandes nageoires pectorales, ainsi qu'une couleur rouge vif. Ses mouvements sont lents et sa principale technique de défense est le camouflage. En effet, il est capable de rester totalement immobile, même face à l'arbalète du chasseur. C'est un poisson vorace qui se nourrit de petits poissons, de crustacés et de céphalopodes, étant capable d'engloutir d'un seul coup des proies faisant plus de la moitié de son poids, comme cette sèche qu'il est en train de digérer. On le trouve aussi bien dans les eaux sommaires qu'à grande profondeur. La rascasse se rapproche de la côte pour frayer. C'est entre les mois de février et de juillet qu'elle fréquente les zones plus profondes. Lorsqu'elle lutte pour se défaire de notre tahitienne, il faut lui bloquer la queue contre le corps de la flèche avec une main, puis la saisir par la mâchoire, seul endroit où on peut l'attraper, la manipuler sans risquer de nous piquer.
La rascade possède en effet des épines sur la tête et sur la nageoire dorsale qui sont connectées à des glandes venimeuses qui produisent une douleur intense en cas de piqûre. Sa chair blanche et ferme est très appréciée. Fuyez les sauces qui ne servent qu'à masquer le véritable goût de ce poisson. Bouilli avec une feuille de laurier, puis dégusté froid, arrosé de quelques gouttes d'huile d'olive vierge et du sel, c'est un délice. Succulente également dorée à la poêle, la rascasse constitue en outre un ingrédient clé de certains plats typiques, dont elle relève toute la saveur. Le pâté de rascasse rouge est la dernière recette en vogue. Tout ce qui vient d'être dit au sujet de la rascasse rouge est également valable pour la pêche de sa cousine, la rascasse pustuleuse, même si sa chair n'est pas aussi recherchée. Il est très important de savoir s'approcher des pierres sans effrayer les proies potentielles. Le débutant doit essayer d'imiter la technique de nos champions. Cesser de palmer dans les derniers mètres et attaquer la pierre la tête en bas. Prospecter les rochers de cette façon n'est pas un caprice. On obtient ainsi une meilleure vision et on cache moins la lumière à l'entrée du trou, effrayant donc moins les poissons. Il s'agit d'une technique difficile qui exige beaucoup d'entraînement jusqu'à ce qu'elle devienne innée. Il en va de même lorsqu'il s'agit de s'habituer à tirer dans cette position-là. Lorsqu'on va chasser en falaise, il faut toujours emmener une lampe, même si on doit limiter son utilisation au strict nécessaire pour ne pas alarmer les poissons. Allumée à tort et à travers, elle favorise ou provoque la fuite du poisson. Glissez-la dans une gaine en néoprène pour augmenter sa flottabilité et atténuer les bruits produits par les inévitables coups contre les rochers. Il convient de jeter un premier coup d'œil superficiel à la faille avec, pour seul éclairage, la lumière ambiante, puis d'allumer la lampe uniquement pour explorer les parties sombres. En observant Amengual en action et en nous imprégnant d'une technique qu'il a portée au plus haut niveau de la chasse sous-marine, nous pouvons éviter les vices et les erreurs propres à ceux qui apprennent seuls, sans personne pour leur servir d'exemple, leur montrer le chemin ou les corriger. Les zones les plus susceptibles d'abriter un mérou au printemps sont les ravins de pierre qui commencent à faible profondeur et descendent très profond. Les mérous abandonnent leurs refuges hivernaux et s'aventurent dans des eaux plus profondes où ils trouvent une grande quantité de nourriture. C'est à cette période-là qu'ils sont le plus confiants, nous permettant de les capturer dans des endroits surprenants, non loin de la surface. Au printemps, la seiche et le poulpe se rapprochent de la côte pour se reproduire. Ils attirent le mérou, dont ils constituent le plat préféré. Ils représentent également une proie digne d'intérêt pour les chasseurs, comme ce poulpe de 4 kilos capturé par Amengual. Le mimétisme est un art que le poulpe domine à la perfection. Débusquer cet animal est un excellent exercice pour aiguiser le sens de l'observation des débutants. Caché dans sa tanière, la plupart du temps, le poulpe ne montre qu'un œil. Pourtant, un chasseur avisé saura déceler sa présence grâce aux petites pierres et aux coquilles vides qui s'entassent souvent à l'entrée de son repère. Il faut charger l'arbalète au cran le moins puissant pour ne pas abîmer la pointe de la flèche. Viser juste entre les deux yeux évitera que l'animal s'adhère au fond du trou ou à des rochers à l'aide de ses puissantes ventouses, rendant sa capture plus difficile. Sur toutes les côtes des îles Baléares, les murènes sont si abondantes que la plupart des poulpes présentent des tentacules mutilés ou même arrachés au cours de leur constante lutte pour la survie.
Bouillie, sa chair devient tendre et digestible. Découpée en rondelles, arrosée d'huile d'olive et saupoudrée de paprika, c'est un plat très apprécié des fines bouches. Lorsqu'on l'a transpercé de notre flèche, il faut l'achever rapidement, car le poulpe a la vie dure, et il va nous compliquer les choses en se collant à tout ce qui lui passe sous le nez. Il faut donc mettre un terme à ces souffrances d'un coup de couteau sur la tête, ou si comme Pedro, vous vous en sentez capable, en le mordant entre les deux yeux. Le mérou abandonne les profondeurs, attiré par les céphalopodes. C'est donc au printemps que nous pouvons capturer, à une profondeur plus raisonnable, quelques exemplaires de ce poisson, proie fétiche de la chasse sous-marine. Pedro Carbonell a accroché un mérou par la queue. Le moulinet lui permet de remonter l'arbalète et de l'accrocher, à l'aide d'un mousqueton, à une bouée spéciale pour les mérous. La bouée exerce une pression vers le haut, empêchant le mérou de s'enraguer encore plus profondément. Souvent, lorsque le poisson cesse de se débattre, elle arrive même à le sortir de la pierre, à la place du chasseur, lui évitant ainsi de faire de grands efforts. À cette occasion, le mérou s'est fortement enragué. Épines hérissées et opercules déployés, il parvient grâce à sa grande force à se caler parfaitement. Pedro est obligé de l'achever à l'aide d'une flèche sans ardillon qu'il se hâte de charger sur son arbalète. Ce harpon, servant uniquement à achever des proies, est dépourvu d'ardillon pour qu'il n'exerce aucune prise et puisse être extrait facilement après le tir. Parfois, il faut tirer plusieurs fois, sous divers angles, pour venir à bout d'un mérou. Pour fabriquer ce type de flèche, il suffit d'ôter l'ardillon d'une vieille tahitienne et de bien aiguiser la pointe. 30 mètres. Finalement, Pedro opte pour sortir le mérou par la tête. Généralement, c'est dans cette position qu'il est le plus facile à manipuler, et dans la plupart des cas, c'est également la seule façon de le sortir par les étroites ouvertures de ses tanières. Ne pouvant pas le sortir par le même trou qu'il l'a tiré, il doit effectuer un nouveau tir pour bien l'accrocher avant de procéder à son extraction. Avant de sortir le mérou, Pedro coupe le fil de la première flèche afin de l'extraire par l'autre entrée. Comme la profondeur n'est pas excessive, Pedro remonte le mérou directement avec les mains.
Une fois la capture dans le bateau, il faut vérifier que l'on n'a pas oublié notre arbalète, une flèche ou un crochet au fond. Mostra ese cabra, Tony. Y se voy a enseñar el bien. À mesure que le printemps s'installe, Amengual et Carbonell descendent de plus en plus profond lors de leurs apnées. La chasse en falaise permet de pratiquer différentes techniques de chasse. La chasse à trous, la coulée et l'agachon. Comme son nom l'indique, la chasse à trous consiste à capturer des proies qui se cachent dans les rochers et les blocs de pierre. Cette technique requiert de l'intuition, une approche soignée, une bonne vue et beaucoup de calme, car dans ce labyrinthe de rochers, si le tir est raté ou le poisson prend la fuite, il n'y a pas de seconde chance. Lorsqu'on chasse le mérou en falaise, il faut se tenir prêt à tirer rapidement, car ce poisson est des plus méfiants à faible profondeur. Si on lui en donne le temps, il se mettra à l'abri hors de notre portée. Il vaut mieux ne pas viser la queue, surtout si la faille est étroite, au risque de le voir s'enraguer. La meilleure solution consiste à tirer de face, visant la tête. La coulée consiste à descendre en silence, généralement profond, de façon à tomber sur la proie, prise au dépourvu, non loin de son refuge. Ce type de chasse requiert une technique d'approche irréprochable et l'absence totale de bruit. Il faut donc apprendre à tirer parti de la flottabilité négative des derniers mètres lorsque la densité du corps du chasseur augmente sous l'effet de la pression. Tout sursaut, un petit bruit, ou une simple bulle qui nous échappe lors de la compensation des tympans peut provoquer la fuite du poisson. La coulée exige également savoir bien viser, car on tire d'assez loin, de haut en bas, sur une cible qui présente une superficie relativement réduite. L'agachon en falaise est la meilleure technique pour chasser le fameux danti. Cette collection réserve à ce poisson un documentaire à part entière qui fasse honneur à sa beauté et aux fortes émotions que procure sa capture. Voir descendre ces chasseurs hors pair et admirer l'élégance de leurs mouvements peut donner aux néophytes la sensation que ce qu'ils font est facile. Or, ces images prêtent à confusion. Pour chasser de cette façon, il faut des années d'entraînement progressif et continu. Prenons bonne note de leur style. Comme ils descendent, tirant profit de l'amplitude du palmage, puis de l'inertie acquise. Leurs mouvements mesurés, leurs gestes comptés, permettant une économie d'oxygène. Tout mouvement inutile accélère notre besoin d'air. Seuls les chasseurs de haut niveau peuvent se permettre de parcourir le fond ou de visiter plus d'une pierre lors de la même apnée. Les débutants doivent essayer d'assimiler le savoir-faire sans toutefois essayer de réaliser le même effort, ce qui tiendrait au suicide. La remontée est également une étape cruciale qu'il faut réaliser sans accélérations imprudentes, en toute tranquillité, jouant la carte de la flottabilité positive dans les derniers mètres.
La transparence de l'eau peut confondre le débutant qui commence à chasser en falaise. Il doit apprendre à mesurer les distances dans l'eau. Lorsqu'on porte un masque, l'eau crée un effet de loupe et, par réfraction, les objets paraissent plus proches de ce qu'ils sont en réalité. Cet effet optique peut s'avérer dangereux, car en descendant, des pierres que l'on croyait plus petites et plus proches de nous depuis la surface peuvent être en réalité des rochers gigantesques situés à grande profondeur. Depuis la surface, nous voyons uniquement leur partie supérieure, mais ces pierres peuvent parfois faire plusieurs mètres de haut. Cette erreur de calcul peut provoquer une remontée angoissante et des accidents parfois mortels par syncope, le plus grand des dangers qui guettent le chasseur débutant. Dû à l'importance et à la gravité de ce phénomène, nous aborderons les causes et la manière de la prévenir dans un documentaire spécial. Chasser en binôme est une bonne mesure de sécurité. Un des deux chasseurs réalise une apnée, puis à son tour, surveille de près la remontée de son compagnon, jusqu'à ce que ce dernier ait respiré plusieurs fois normalement. En général, Amengual et Carbonell chassent ensemble, sans jamais se perdre de vue. Si les champions eux-mêmes adoptent cette technique, raison de plus pour que nous, humbles chasseurs, l'adoptions sur le champ. Le thermocline est un autre facteur important lorsque nous allons chasser le mérou, car à cette saison, ce phénomène est très accusé et se manifeste à faible profondeur. Il faut toujours chercher au-dessus de la thermocline et chasser à la limite entre l'eau chaude et l'eau froide. Méduses et autres hydrozoaires sont des visiteurs gênants qui accompagnent habituellement la floraison des eaux profondes qui se produit avant l'été. Nous ne devons pas les craindre, mais si éviter tout contact avec le visage, seul endroit qui n'est pas protégé par la combinaison. Leurs longs filaments sont parfois difficiles à distinguer. Pour détecter leur présence, il faut déterminer la direction dans laquelle nage la tête de la méduse. Parfois, regroupées par le courant près des tombants, elles forment des bancs si denses qu'il est impossible de pratiquer la chasse sous-marine à certains endroits de la côte. Il est fortement recommandé d'emporter sur le bateau une pommade pour traiter les piqûres de méduses. Prise à temps, la brûlure n'est pas aussi vive. L'été étant proche, la température de l'eau nous permet d'enfiler la combinaison dans l'eau. C'est plus agréable, car elle glisse mieux sur la peau. Nous pouvons désormais utiliser une combinaison de 4-5 mm et alléger le lestage. Il faut toutefois rester en garde et ne pas se laisser tromper par la température de l'eau en surface, car en profondeur, elle se maintient plus constante. Si on commet l'erreur de ne pas s'équiper correctement, on risque d'être rapidement vaincu par le froid. Les combinaisons en néoprène lisse s'ajustent au corps comme une seconde peau, garantissent une bonne isolation et glissent mieux dans l'eau. En revanche, elles sont plus délicates et fragiles, même si on peut les réparer relativement facilement à l'aide d'une colle spéciale pour néoprène. Les combinaisons doublées ne sont pas aussi hydrodynamiques, mais elles offrent une meilleure résistance aux accrochages sur les rochers et aux effets du soleil dans le dos, surtout en été. C'est au chasseur de décider s'il préfère l'une ou l'autre. Moins lestés et plus en forme, grâce à l'entraînement des derniers mois, Amengual et Carbonell descendent facilement jusqu'aux zones les plus profondes du tomban et de ses éboulis naturels. Souvent, ils atteignent même les pierres posées sur le sable. La petite caméra vidéo adossée à l'arbalète nous permet de voir des séquences auparavant réservées à un groupe de privilégiés. La technologie numérique nous invite à voir confortablement assis dans notre fauteuil exactement les mêmes images que Pedro Carbonell dans ses coulées vertigineuses. Les sars sont surpris par une approche parfaite. Les corps de bonne taille sentent la présence du chasseur, mais ils ne commencent à s'inquiéter que lorsqu'ils se trouvent déjà à une distance de tir confortable.
Le mérou est probablement la proie la plus convoitée de la chasse sous-marine. Il s'agit d'un poisson dont la qualité de la chair n'est plus un secret pour personne. Les recherches scientifiques de ces dernières années nous ont dévoilé que le mérou est hermaphrodite, qu'il atteint sa maturité sexuelle à 5 ans et qu'il devient mâle à partir de 10 ans. Son menu préféré est constitué de céphalopodes, même s'il s'engloutit volontiers de poissons et certains crustacés comme la langoustine. La vie et la reproduction de ce poisson renferment encore de nombreux inconnus. L'apparition de ces dernières années d'une grande quantité de petits mérous près des falaises est un phénomène encore inexpliqué. Au cours d'une apnée de reconnaissance, Amengual repère un mérou de bonne taille qui file se cacher entre les blocs de pierre. N'importe quel chasseur, sans son expérience, verrait son rythme cardiaque s'accélérer rapidement. Le mérou de falaise est le plus méfiant et le plus esquif, car c'est celui qui se retrouve face à l'homme le plus souvent. Il est fort possible que les mérous, qui habitent les secs profonds et éloignés de la côte, n'aient jamais vu un chasseur. Les mérous qui habitent, en revanche, très près de la côte, apprennent vite la leçon, et au moindre signal d'alarme, ils se cachent si bien que, dans la plupart des cas, il est impossible de les dénicher. Pepe et Pedro connaissent certains de ces mérous depuis des années. Ils sont même allés jusqu'à leur donner un nom, à force de les voir se cacher à maintes reprises l'heure de leur fréquente visite. Cependant, s'il existe sur cette planète quelqu'un de particulièrement préparé pour relever ce défi homme-poisson, c'est bien José Amengual. À cette occasion, il repère le mérou à la première descente et parvient à prendre une bonne position de tir. Il abandonne son arbalète au fond et remonte tranquillement. C'est un bon tir, pas la peine de dérouler le fil du moulinet. Même si sa forme physique est excellente, Amengual sait, par expérience, qu'il est préférable de ne pas pousser l'apnée et de remonter tranquillement pour respirer. Lors d'une seconde apnée, on ramasse sans effort la flèche et la capture. Les débutants commettent souvent l'erreur de prolonger l'apnée pour résoudre une situation qu'ils pourraient affronter beaucoup mieux une fois avoir récupéré au cours de l'apnée suivante. Transpercer un point vital du poisson, comme le cerveau, économise beaucoup d'efforts et de travail. Un tir précipité est toujours synonyme de complications, d'enraguements longs et fatigants, avec tous les risques que cela comporte. Un mauvais tir peut également causer une mort inutile, s'il nous est finalement impossible de récupérer le poisson blessé. Si on n'est pas sûr de pouvoir assurer le tir, le conseil d'Amengual est sans appel, ne pas tirer, attendre un autre jour et une meilleure occasion. Lorsqu'un mérou meurt, sa mâchoire reste généralement béante. Pour que cette grande bouche ne freine pas la remontée, Pepe la maintient fermée d'une main et plaque l'animal contre lui, facilitant ainsi la remontée. Il est déconseillé de remonter à la surface un mérou de grande taille de cette façon. Ce qui est devenu une routine pour Amengual peut s'avérer une opération très risquée pour de nombreux chasseurs à qui la remontée pourrait paraître une éternité. Voilà l'essence même de la véritable chasse sous-marine, la seule façon de pêcher qui permet à l'homme une sélection individuelle de sa proie. Une proie qui, de par sa taille, s'est déjà reproduite à plusieurs reprises. L'homme peut également décider d'éviter des morts inutiles. Tout le contraire de la pêche commerciale qui capture ses proies aveuglement et souvent de façon massive, sans aucun type de sélection. À cette époque de l'année, il est beaucoup plus gratifiant de chasser sur un fond à grand relief, comme un brise-lame ou un tombant, que dans un fond de sable. Il faut chercher les zones où l'eau est propre, car c'est à cet endroit-là qu'on trouvera les poissons. C'est à cette saison que Pepe et Pedro prennent réellement plaisir à chasser sur les fonds spectaculaires des îles Baléares, pleins de cavités, de failles et d'éboulis, qui font de chaque sortie de pêche une partie de plaisir.
Voir que les champions sont aussi des êtres humains qui ratent certains tirs nous console un peu. Ces images nous montrent comment Pedro Carbonell s'approche avec précaution d'un grand bloc où il a pêché un grand mérou il y a juste une année. Il observe d'abord la base du bloc, car si un mérou s'y trouve et qu'il aborde par-dessus, il pourrait fuir à toute vitesse vers les profondeurs. Vu d'en bas, il n'y a pas l'ombre d'une proie. Il passe ensuite à prospecter l'eau, s'approchant de la faille par derrière, et le voilà. Pedro tire sans ciller. Remonter avec l'arbalète lui permet d'utiliser la bouille à mérou et de maintenir la drisse du moulinet tendue. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui empêche la fuite ou l'enragement du mérou. Notre champion a assuré le tir et, même si le mérou est toujours en vie, un second tir n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un rocher de plusieurs mètres de haut qui présente une faille transversale profonde. Le mérou aurait pu se situer dans la zone la plus profonde, mais il a préféré la partie supérieure, juste au-dessus de la thermocline, où se rencontrent l'eau chaude et l'eau froide. On met fin à la souffrance du mérou en lui infligeant plusieurs coups de couteau dans le cerveau, en haut de la tête. Le chasseur évite ainsi que le mérou puisse perforer les flotteurs du bateau en hérissant ses grosses épines dorsales. C'est un beau spécimen, souvenir d'un jour mémorable. Mettre sur papier les repères et les marques qui nous permettent de retrouver l'emplacement des bonnes pierres nous sera utile pour réaliser de nouvelles captures. Noter la date peut également nous aider à planifier la prochaine visite. Les falaises, les captures dans le bateau, la journée qui prend fin, une fois encore, unique, résument un moment magique passé en mer. Que ces images, témoins d'une magnifique journée de chasse dans les eaux difficiles de Majorque, vous accompagnent jusqu'au prochain documentaire, où, une fois de plus, José Amengual et Pedro Carbonell vous offriront tout un spectacle de chasse sous-marine.